Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La régulation de la glycémie est un mécanisme biochimique complexe. Toutefois, si on veut résumer les choses, on peut dire que lorsque la glycémie augmente, après un repas par exemple, le corps va réagir pour revenir à une glycémie normale en produisant de l'insuline. Au contraire, lorsque la glycémie diminue, après un effort physique par exemple, le corps va réagir pour revenir à une glycémie normale en produisant du glucagon. Il y a donc deux types de transformations chimiques qui peuvent avoir lieu pour réguler la glycémie. Une se fait dans un sens et l'autre compense entre guillemets en se faisant dans l'autre sens. Il y a donc un équilibre. Les chimistes ont justement mis au point un outil permettant d'étudier l'équilibre d'une transformation chimique et prévoir dans quel sens va se faire cette transformation. Avant de voir ces outils de prédiction de l'évolution d'une transformation chimique, il faut d'abord étudier ce qu'on nomme l'activité chimique. On considère une espèce chimique quelconque notée X. On va associer à cette espèce chimique une grandeur sans dimension, appelée activité chimique et notée alpha X. Pour calculer la valeur de l'activité, on va considérer deux situations différentes. Si l'espèce X est en solution, alors son activité est égale à la concentration en quantité de matière de cette espèce X divisée par C0, la concentration standard qui vaut toujours 1 mol par litre. Si l'espèce X est un solvant ou un solide, l'activité est égale à 1. Alors vous savez que parfois en chimie on manipule des espèces sous forme gazeuse, mais là on ne traitera pas ça dans le cadre du programme de terminale. On prend un exemple. On dissout 2 mmol d'ion calcium et 4 mmol d'ion chlorure dans 1 litre d'eau déminéralisée. Calculons les activités des espèces présentes. Les ions calcium et chlorure sont en solution. Leur activité chimique est donc, pour l'ion calcium, la concentration en quantité de matière de l'ion Ca2+, divisé par C0. J'utilise le fait que la concentration en Ca2+, est égale à la quantité de Ca2+, divisé par le volume. Je remplace par les valeurs et j'obtiens 2 × 10-3. Et ceci n'a pas d'unité car alpha est sans dimension. Je fais la même chose pour les ions Cl- et j'obtiens une activité égale à 4 × 10 puissance moins 3. L'eau est le solvant dans cette transformation, son activité est donc égale à 1. On considère la transformation chimique modélisée par l'équation suivante. AA plus BB donne CC plus DD. Alors, je rappelle que dans ce cas-là, les minuscules correspondent à des coefficients stoichiométriques et les majuscules au nom des espèces qu'on est en train d'étudier. Voilà un exemple. On définit le quotient de réaction, noté QR, comme le produit des activités des produits par le produit des activités des réactifs. L'activité de chaque espèce étant élevée à une puissance égale au coefficient stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de la réaction. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ? Écrivons les choses sous forme mathématique pour que ce soit moins long et un peu plus visuel. Le quotient de la réaction est la chose suivante. Au numérateur, on multiplie entre elles les activités des produits. Au dénominateur, on multiplie entre elles les activités des réactifs. Et on n'oublie pas de mettre les puissances qui vont bien d'après les coefficients stoichiométriques. Prenons un exemple. L'hydroxyde de cuivre 2 réagit en milieu acide, c'est-à-dire en présence d'ions H3O+, pour donner les ions cuivre 2 et de l'eau. Quel est le quotient de réaction associé ? D'abord, je vois que l'hydroxyde de cuivre 2 est un solide, donc son activité est égale à 1. L'eau est le solvant, son activité est aussi égale à 1. H3O+, et Cu2+, sont des ions en solution, donc leur activité sont données par leur concentration en quantité de matière. Le quotient de réaction est donc, j'utilise ce qu'on a vu juste avant, au numérateur, je fais la multiplication des activités des produits, c'est-à-dire ce qui est à droite de la flèche, et je regarde si je dois mettre une puissance. Quel est le coefficient stoichiométrique associé à Cu2+, il n'y a rien d'écrit, c'est-à-dire que c'est 1. Bon, mettre puissance 1 mathématiquement, ça ne sert à rien, mais je le mets pour que ça soit plus clair.
Quel est le coefficient stoichiométrique associé à H2O? C'est 4. Donc l'activité de l'eau va être à la puissance 4. Je fais le même raisonnement pour les réactifs et j'obtiens ceci. Après quelques petites manipulations mathématiques, on voit que le quotient de réaction est égal à la concentration en ion Cu2+, fois C0, divisé par la concentration en ion H3O+, au carré. Voici un deuxième exemple. Les ions fer3 réagissent avec l'aluminium solide pour donner du fer et des ions aluminium. Quel est le quotient de réaction associé? Je vous laisse mettre pause quelques secondes pour essayer de trouver justement ce quotient de réaction. Voici la réponse. L'équation de la réaction est la suivante. Al et Fe sont des solides, donc leur activité est égale à 1. Fe2+, et Al3+, sont des ions en solution, donc leur activité est donnée par ce qui est affiché à l'écran. Le quotient de réaction est donc la chose suivante. Et après simplification, on voit qu'on obtient la concentration en ion Al3+, au carré fois C0, divisé par la concentration en ion Fe2+, au cube. À chaque transformation chimique est associée une constante, sans dimension, qu'on appelle la constante d'équilibre et qui est notée K. Cette valeur ne dépend que de la température à laquelle a lieu la transformation. Par ailleurs, on admet que pour n'importe quelle transformation, si K est plus grand que 10 puissance 4, alors la transformation est totale, et dans ce cas, les réactifs disparaissent quasi totalement. Voilà un exemple. Pour la transformation N2 plus 3H2 donne 2NH3, la constante d'équilibre est égale à 4,2 fois 10 puissance 8 quand on est à 25 degrés Celsius. Elle vaut 62 quand on est à 427 degrés Celsius. Bon, ces valeurs-là, évidemment, on ne les retient pas par cœur. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour 25 degrés Celsius et 127 degrés Celsius, la transformation est totale, puisque K est supérieur à 10 puissance 4. Dans ce cas-là, on n'a quasiment plus de diazote et de dihydrogène à la fin. Il en reste toujours, mais vraiment très très peu. Pour 427 degrés et 472 degrés Celsius, là la transformation est limitée, donc on a coexistence des produits et des réactifs. On a vu dans une précédente vidéo que l'eau est une espèce amphotère, et qu'on peut donc avoir la transformation modélisée par l'équation suivante. 2H2O donne H3O+, et HO-. La constante d'équilibre associée à cette réaction vaut 1 fois 10 puissance moins 14 pour 25 degrés Celsius. 9,6 fois 10 puissance moins 14 pour 60 degrés Celsius. En fait, si on étudie un petit peu plus les choses, on verra que la constante d'équilibre pour cette transformation est toujours très petite devant 10 puissance 4. Ça veut dire que cette transformation-là est très limitée. Autrement dit, on a coexistence des espèces, parce qu'on a toujours coexistence des espèces, mais la quantité d'ions H3O+, et HO- est très très faible. Bon, après vous avoir parlé du quotient de réaction QR et de la constante d'équilibre K, nous allons maintenant faire le lien entre ces deux grandeurs. Lors d'une transformation chimique, les concentrations des réactifs et des produits vont évoluer de sorte que le quotient de réaction QR tende vers la constante d'équilibre K. Autrement dit, si on attend très longtemps, c'est-à-dire pour T qui tend vers l'infini, alors la limite de QR est égale à K. On a 3 cas possibles. Si, au début de la transformation, QR est plus petit que K, alors la transformation va se faire de sorte que QR devienne de plus en plus grand, jusqu'à égaler K. Les réactifs vont réagir entre eux pour donner les produits. On dit qu'on a une évolution dans le sens direct. Si au début de la transformation, QR est plus grand que K, alors la transformation va se faire de sorte que QR devienne de plus en plus petit, jusqu'à égaler K. Ce sont les produits qui vont réagir entre eux pour redonner les réactifs de départ. On a alors une évolution dans le sens indirect. Et enfin, si dès le début de la transformation on a QR égale à K, alors il n'y a pas d'évolution, on dit qu'on a un équilibre chimique. Pour résumer, on associe
à chaque espèce chimique une grandeur appelée activité. Elle vaut 1 pour les solides et les solvants, et pour une espèce en solution, elle est égale à la concentration en quantité de matière de l'espèce divisée par la concentration standard. Pour une transformation donnée, on peut écrire le quotient de réaction QR de cette transformation. C'est une valeur sans dimension, qui s'exprime donc sans unité, et qui dépend des activités des espèces mises en jeu durant la transformation. On associe à chaque transformation une grandeur, appelée constante d'équilibre K. Elle ne dépend que de la température à laquelle a lieu la transformation. Si K est supérieur à 10 puissance 4, on dit que la transformation associée est totale. Et enfin, durant une transformation, les activités des réactifs et des produits évoluent pour que QR devienne égal à K. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. La clé de la réussite, c'est l'entraînement. Donc n'hésitez pas à faire et refaire les exercices qu'on vous a donnés en cours jusqu'à ce que ces notions soient claires pour vous. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, allez en parler avec votre prof de physique-chimie.